Permettez-moi d'abord de vous dire tout le plaisir que j'ai d'être ici à Chlef, comme toujours, et je vous invite à cette conférence dont le thème est l'initiation à l'insuline. Comme vous savez, ça y est, c'est bon. Le défilage, je peux vous donner le défilage. Comme vous savez, l'hyperglycémie chronique qui définit tout diabète est due presque exclusivement à un déficit en insuline et non pas à l'insulinorésistance comme on le croit. Et ce déficit, il a la particularité de s'aggraver avec le temps. Comme vous voyez au diagnostic, le pancréas a déjà perdu 50% de ses capacités sécrétoires. Au bout de quelques années, il ne reste plus que 20%. Et l'autre conséquence, évidemment, c'est pas ça. Et l'autre conséquence pratique, c'est la fameuse escalade thérapeutique où vous voyez, on commence toujours par les antidiabétiques oraux en monothérapie, puis en bithérapie, et tôt ou tard, un certain nombre de malades vont finir à l'insuline. Il faut rappeler aussi une chose importante, que l'efficacité des antidiabétiques oraux est limitée dans le temps en monothérapie. Vous avez cette étude ADOPT qui a utilisé les 3 classes thérapeutiques, sulfamide, biguanide et glitazone. Vous voyez que l'hémoglobine diminue la première année, mais très rapidement, il y a un échappement au traitement oral. De même qu'en bithérapie, c'est la même chose. Là, on a pris des malades bien équilibrés. Vous voyez 100% la première année, mais avec le temps, le nombre de malades diminue, quelle que soit la bithérapie utilisée, metformine sulfamide ou metformine glitazone. Et la finalité, enfin un certain nombre de malades finissent par devenir insulino-requérants. Et d'après l'étude UKPDS, chaque année, il y a 5 à 10% des diabètes de type 2 deviennent insulino-nécessitants. Bien. Et à ce stade d'échec oral, à quoi est due l'hyperglycémie constatée? Et vous voyez cette étude de Riedel qui a pris à peu près 1700 diabétiques type 2 en situation d'échec au traitement oral et on leur a fait des cycles glycémiques et vous voyez, quelle que soit l'hémoglobine, l'essentiel de l'hyperglycémie est dû à la glycémie basale. Alors, glycémie basale, c'est la glycémie à jeun et entre les repas. Et que par conséquent, à ce stade d'échec aux ADO, il faut essayer de réduire cette hyperglycémie basale. Alors, au stade d'échec aux ADO, le profil glycémique des malades est celui-là, une hémoglobine élevée et une glycémie à jeun élevée. Votre objectif est celui-là, hémoglobine normale, glycémie à jeun, et pour atteindre cet objectif, il faut normaliser la glycémie à jeun, et en normalisant la glycémie à jeun, vous voyez que vous réduisez les glycémies postprandiales. Alors,
les étapes de l'insulinothérapie, évidemment, la première étape, c'est de dire que le malade relève de l'insuline. On fait l'initiation, évidemment, quand et quelle insuline. Une fois qu'on a initié, il faut optimiser, c'est-à-dire titrer ou ajuster la dose pour obtenir le plein effet. Et quand l'initiation initiale ne suffit pas, on passe à l'intensification de l'insuline. Alors les armes thérapeutiques, vous les connaissez, je n'insiste pas. Vous avez des insulines à action rapide, les insulines à action longue dites basales, et vous avez les fameuses insulines prémélangées ou des prémix. Alors, pour le choix de l'insuline, évidemment, il faut tenir compte de la pharmacocinétique des insulines. Vous avez la NPH, qui est une insuline humaine qu'on a utilisée pendant des décennies et qui a rendu d'énormes services, mais elle a quand même des défauts. Le premier défaut, c'est ce pic nocturne après l'injection avec risque d'hypoglycémie. Le deuxième défaut, c'est sa durée d'action qui ne couvre pas les 24 heures. Et c'est pas de sa faute, c'est une insuline semi-lente et non pas lente. En fait, le plus grand défaut, c'est sa variabilité de son effet hypoglycémique. Chez le même malade, la même dose donne des effets sur la glycémie variables d'un jour à l'autre. À côté de ça, vous avez la détémir qui n'a pas de pic, mais chez certains malades, la détémir ne couvre pas les 24 heures. Et à côté de ça, vous avez la glargine que vous connaissez, qui couvre les 24 heures. Et surtout, vous voyez, elle a un profil plat, donc moins de risque d'hypoglycémie. Et quand on regarde sur le plan de pharmacodynamique, c'est-à-dire l'effet sur la glycémie, vous voyez que la NPH, à partir de la 12e, 14e heure, la glycémie remonte. Avec la détémir, c'est à partir de la 14e, 16e heure, la glycémie remonte, alors qu'avec la glargine, c'est à partir de la 22e, 24e heure que la glycémie remonte. Au résumé, la glargine, son efficacité dure vraiment 24 heures. Alors les insulines prémix, je vous rappelle, c'est un mélange d'une insuline rapide et d'une insuline semi-lente. Et par conséquent, le schéma avec les prémix nécessite obligatoirement 2 injections, alors que la glargine, une seule injection, vous couvre les 24 heures. Alors maintenant, le choix du schéma insulinique. Vous avez toute une série d'insulines qu'on peut combiner. Il y a 30 ou 35 combinaisons différentes. Les principales, c'est le schéma prandial, c'est-à-dire une insuline rapide avant chaque repas. Le schéma basal, une seule injection d'insuline lente. Le schéma basal bolus, c'est une lente et 3 prandiales. Et le schéma prémix. Maintenant, que recommandent les sociétés savantes? Pendant très longtemps, on a opposé le schéma basal au schéma avec les prémix. On est en 2018 et je crois qu'il y a un consensus entre les experts. Vous avez les recommandations de l'ADA-ESD 2015 qui préconisent le schéma basal seul, pas de prémix. L'ACE,
qui est une société américaine des cliniciens endocrinologues, c'est la même chose. Ils préconisent un schéma basal avec des insulines lentes et ils vont plus loin. Ils vous disent d'éviter la NPH. Très bien. Maintenant, les Français, vous avez les recommandations de la Haute Autorité Sanitaire de 2013 qui ne sont pas reconnues par les diabétologues. Et octobre 2017, la Société francophone a donné sa position, donc la prise de position, après échec aux ADO, soit vous passez à la trithérapie metformine sulfamide inhibiteur de la DPP4, soit vous ajoutez un analogue du GLP1, soit vous passez à l'insuline basale. Et si vous passez à l'insuline basale, quelle est l'insuline recommandée? C'est une insuline lente et il se prononce pour la glargine parce qu'il y a moins d'hypoglycémie et surtout la sécurité cardiovasculaire largement démontrée par l'étude Origine. Et bon, je passe là, c'est la même chose. Maintenant, pourquoi ce choix de schéma basal? Parce qu'il y a toute une série d'études qui ont démontré l'intérêt du schéma basal par rapport au prémix. Je ne vais pas vous donner toutes les études. Celle qui est très démonstrative, c'est la fameuse étude 4T. On a comparé 3 schémas. Le schéma avec des biphasiques, le schéma avec 3 prandiales et le schéma avec basal. Pendant la première année, voilà ce qu'on a utilisé. Et les 2 années après, on a intensifié les prémix en ajoutant une prandiale, les prandiales en ajoutant une basale et la basale en ajoutant des prandiales. Évidemment, sur le plan des résultats, vous voyez que la baisse de l'hémoglobine est strictement la même, quels que soient les schémas utilisés. Mais en thérapeutique, il ne suffit pas de faire baisser l'hémoglobine, il faut la faire baisser au-dessous de 7. Et l'objectif thérapeutique, vous voyez qu'il y a plus de malades qui atteignent cet objectif au-dessous de 7 avec la basale par rapport au prémix. Mieux encore, le gain pondéral est moins important avec la basale par rapport au prémix et de même les hypoglycémies, elles sont 2 fois moins fréquentes avec la basale par rapport au prémix. Et autre étude qu'on a toujours opposée, c'est l'étude Laptop et l'étude Initiate. C'est le même schéma. Ici, on a comparé la glargine au prémix. Là aussi, c'est la même chose, glargine, prémix. Le résultat est très net. Bon, pour ce qui est de la baisse de l'hémoglobine, évidemment, chacun a dit que mon insuline était meilleure. Mais là où ils sont tous d'accord, les 2 études, il y a la dose finale d'insuline est plus importante avec les prémix que la basale. Les hypos, c'est la même chose. Et la prise de poids, c'est la même chose. En d'autres termes, l'efficacité prémix et basale est à peu près la même, mais avec plus, c'est la sécurité d'emploi qui change, plus d'hypo, plus de prise de poids, dose plus importante, c'est-à-dire coût plus important. Bien, et cette méta-analyse,
Cette méta-analyse, vous voyez que c'est 16 études randomisées contrôlées. La prise de poids, il y en a plus avec les prémix qu'avec. Cela ne fait que confirmer ce que je disais. De même, le risque hypoglycémique est plus important avec les prémix. Alors, au total, quand on compare prémix et basal, la moyenne de l'hémoglobine en fin d'étude est la même, mais il y a plus de malades qui atteignent l'objectif HbA1c au-dessous de 7 avec la basale, moins d'hypo et moins de gain pondéral. C'est pour cette raison que les sociétés savantes préconisent le schéma basal. Bien, alors chez nous, l'initiation, qu'est-ce qu'on utilise? Vous avez cette étude Pradia, le schéma le plus utilisé est le schéma basal. Les prémix ne représenteraient que 4%. Initier l'insuline, c'est bien, on a fait le choix, mais la titration, l'ajustement de la dose est l'étape la plus importante. En effet, la sensibilité à l'insuline varie d'un malade à un autre et on n'a aucun moyen d'évaluer cette sensibilité, donc on est obligé de commencer par des petites doses et les petites doses, c'est 10 unités par jour, tout au plus 12, et on augmente, c'est ce qu'on appelle la titration, de 2 unités tous les 3 jours si je prends l'ADA-ESD. Les objectifs glycémie à jeun, c'est moins d'1,30 g, l'hémoglobine, moins d'1 gramme, moins de 7%. Et pourquoi la titration est importante? Si vous voulez atteindre l'objectif HbA1c inférieur à 7, ici, vous êtes obligé de ramener la glycémie à jeun à 1 gramme. Et en pratique, comment on fait la titration? Le matin, le malade a 2 grammes 10. Le soir, il fait 10 unités d'insuline. Pendant 3 jours, chaque matin, il fait sa glycémie à jeun. Si la moyenne est supérieure à 1,30 g, il passe à 12 unités. Une fois qu'il est passé à 12 unités, c'est la même chose, glycémie à jeun. Si la moyenne est supérieure à 1,30 g, il passe à 14 unités et ainsi de suite. Y a-t-il une dose limite? En théorie, non. Mais en pratique, si. Et on estime qu'au-delà de 0,5 unités par kilo, il n'y a pas de bénéfice réel sur la glycémie à jeun ou sur l'hémoglobine glyquée. Maintenant, la question se pose, quel est l'ADO qu'il faut garder? Ce qui est sûr, la metformine, il faut la garder parce qu'elle donne d'excellents résultats avec l'insuline. Les sulfamides, moins. Et sulfamide, metformine, les résultats sont légèrement inférieurs à la metformine. Mais en pratique, gardez la metformine, sulfamide, vous gardez. Si le malade fait des hypos, vous diminuez la dose, vous divisez la dose par 2. S'il continue à faire des hypos, vous arrêtez l'insuline. Alors les hypos, la fréquence, vous l'avez ici, une étude récente, c'est entre 20 et 25%. Les hypoglycémies nocturnes, c'est moins de 5%. Et les hypoglycémies sévères, c'est moins de 1 à 2%. Bien, maintenant les résultats.
Vous avez cette étude récente sur à peu près 10 000 diabétiques. Vous avez 3 cas. Vous avez les malades qui atteignent les deux objectifs, glycémie à jeun et hémoglobine. Ceux-là, ils gardent la dose et ils continuent. Vous avez les malades, 23%, qui atteignent l'objectif glycémie à jeun, mais pas celui de l'hémoglobine. Il faut passer à l'étape supérieure, qui est l'intensification de l'insuline. Et enfin, vous avez la moitié des malades, les deux objectifs ne sont pas atteints. Il faut continuer la titration. Et chez nous, vous avez cette étude iPad qui a été faite sur 1600 et quelques diabétiques. Vous voyez qu'on obtient à peu près les mêmes chiffres, c'est-à-dire que le résultat de l'initiation de l'insuline chez nous, c'est à peu près ce qui est obtenu ailleurs. Et toujours ailleurs, cette étude récente, vous voyez qu'au bout de 3 mois après l'initiation, il y a à peu près 20% qui atteignent l'objectif. Alors l'insuline basale, en résumé, il faut l'initier le plus précocement possible. On peut en discuter. La dose initiale doit être faible. L'autosurveillance est obligatoire. Minimum la glycémie à jeun pour faire la titration. Et si le malade est sous sulfamide, faire une glycémie avant le dîner. Définir les objectifs, très important. Quand je dis définir, il faut définir et les expliquer au malade, informer le malade, noter les glycémies sur le carnet et réévaluation. Alors, que dire en conclusion? Le moment le plus difficile, c'est de définir l'heure de l'initiation de l'insuline. On n'a aucun critère pratique. Mais en pratique, chez un malade chez qui vous constatez 2 fois de suite des hémoglobines au-dessus de l'objectif, il faut savoir passer à l'insuline. Le deuxième point, l'efficacité de l'insuline dépend étroitement de la titration, c'est-à-dire l'ajustement de la dose, et le schéma basal, même bien titré, n'équilibre pas tous les diabétiques. On a vu, c'est entre 20 et 25%, et que par conséquent, il faut savoir passer à l'intensification de l'insuline. Et je résume: the right time, bon moment, right insuline, la bonne insuline, right dose, la bonne dose pour le bon malade. Et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Khalfa, pour cette très intéressante communication.